Dans cette troisième vidéo qui est consacrée aux mesures et aux incertitudes, on va s'intéresser à la méthode de Monte-Carlo, enfin utilisant une méthode de Monte-Carlo, pour déterminer une incertitude composée. Alors ce qu'on a vu précédemment, c'est que pour une incertitude composée, on a des formules toutes faites. Alors en fait, dans le cas d'une somme, quand on a une somme, on a une première formule qui est ici, on fait quelque chose de la forme alpha x1 plus bêta x2. On a vu aussi qu'on avait des formules toutes faites dans le cas d'un produit avec des exposants. Et j'ai même dit à la fin, bon, c'était une partie du cours qui n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo précédente, j'expliquais que finalement, il y avait une formule générale qui permet de traiter tous les cas. Cela dit, on peut, surtout dans des cas où c'est un peu compliqué d'aller chercher les dérivés, on peut avoir recours à une résolution numérique. Et le principe de la résolution numérique, il est dans ce petit programme. En fait, on a tout là-dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de la bibliothèque random, donc celle qui permet d'avoir les outils qui permettent de générer du hasard sur Python. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'idée, c'est qu'on va chercher, alors on est sur le même exemple, on va développer l'exemple qui est ici, on va reprendre l'exemple précédent, c'est-à-dire je détermine par une méthode de dosage une concentration C1 à partir d'une concentration C2, d'un volume V2 et d'un volume V1 que j'ai mesuré par une méthode de dosage. Donc ça veut dire que ces trois grandeurs-là, C2, V2 et V1, ce sont des grandeurs qui ont été mesurées, donc auxquelles sont associées à chaque fois, enfin, auxquelles chacune est associée une incertitude type, et donc on aimerait savoir comment ça se répercute sur C1, mais sans formule. Alors ce qu'on fait, c'est que on va construire une liste. D'abord, elle est vide ici, et puis cette liste, on va la compléter grâce à la fonction append. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va lui rajouter une nouvelle valeur, C2 fois V2 sur V1. Et comment on va calculer cette valeur? À partir des valeurs de C2, V1 et V2 qui vont être tirées au hasard, qui vont être tirées au sort par, et c'est en ça qu'on a une méthode de Monte-Carlo, ce que je disais dans la vidéo précédente à la fin, c'est que, bon, Monte-Carlo, ça fait référence au casino de Monte-Carlo, au jeu de hasard, et là, effectivement, on a recours au hasard pour aller chercher les valeurs de C1, de V1 et de V2. Donc, vous remarquez que j'ai repris les données de l'exercice précédent qu'on a traité de façon analytique à la main. Vous voyez que j'ai repris la valeur de C2, la valeur de V1 et de V2 qui étaient données juste dans l'exercice précédent. Et j'ai pris également, pour incertitude type, les incertitudes types qu'on avait déterminées à partir des informations de l'énoncé. Donc là, on est dans un cas où on connaît l'incertitude type, et c'est la raison pour laquelle j'ai recours à une fonction, pour random, j'ai recours à la fonction random normale. C'est-à-dire que je vais considérer que ma variable, elle suit une loi normale. Il y a d'autres approches possibles, notamment quand on ne connaît pas l'incertitude type, mais qu'on est sûr de l'intervalle dans lequel on est, vous savez, de largeur de delta dont on a parlé dans la vidéo précédente. Dans ces cas-là, on peut utiliser un random uniforme, par exemple. Il y a aussi la possibilité d'avoir un random triangular avec une forme triangulaire dans d'autres cas. Donc, il y a d'autres façons de générer du hasard, mais là, on est en train de dire qu'on a une valeur qui est centrée sur, par exemple, si je prends C2, qui est centrée sur 0,1 et dont l'incertitude type, elle vaut 0,001. Voilà. Ben, grâce à ça, ce qu'on fait, c'est que on va donc tirer au hasard combien de fois? 100 000 fois. 100 000 fois, on va générer un C2, un V1 et V2 selon justement cette statistique qu'on a décrite, et on va calculer le C1 qui correspond. Le C1 qui correspond, c'est ce produit-là. Et ce produit-là, on l'ajoute. Vous voyez, append, ça vient rajouter à la fin de la liste un élément supplémentaire. Et cet élément supplémentaire, il est calculé à partir de ces trois valeurs qui ont été tirées au hasard. Donc, encore une fois, suivant les lois qu'on a définies au-dessus. Donc, vous allez avoir une liste à la fin de cette boucle, vous allez avoir une liste de 100 000 valeurs de C1, 100 000 valeurs de concentration, qui ont subi, finalement, qui sont calculées, mais qui ont subi les fluctuations de C2, de V1 et de V2. Donc, cette liste de C1, vous allez pouvoir, à votre tour, en calculer la moyenne, et la moyenne, ça va vous donner la valeur de C1 attendue, et vous trouvez évidemment la valeur de C1 qu'on obtient à partir du calcul direct, mais vous obtenez aussi l'écart type, qui va vous donner, qui est calculé directement, vous voyez, par les fonctions, donc les fonctions sont là. NP parce qu'on a besoin de la bibliothèque de NumPy, qu'on a appelée au début ici, et on a besoin donc dans NumPy d'aller chercher la moyenne, pour avoir la moyenne de la liste, donc vous mettez directement min pour moyenne de toute la liste que vous avez, et puis après la standard deviation, donc l'écart type, le STD, pour C1, ce qui est cette deuxième fonction, et qui vous donne finalement l'incertitude type, que là j'ai appelé écart type, mais qui correspond à notre incertitude type. Donc vous voyez, ici j'ai trouvé finalement ma moyenne
et mon incertitude type qui était celle que j'avais cherchée par une autre méthode dans l'exercice précédent. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs de comparer les deux valeurs trouvées. Par le calcul, on trouve un 0,00060 et par cette méthode numérique, on trouve quelque chose quand même de très voisin. Alors, effectivement, on n'a pas les deux mêmes chiffres significatifs, mais on a 0,00054 à comparer à 0,00060. Donc, quelque chose qui est quand même très voisin. Voilà, donc ça, c'était dans notre première partie pour cette troisième vidéo, c'est la méthode de Monte-Carlo qu'on utilise pour pouvoir déterminer l'incertitude type quand il s'agit d'une mesure, enfin d'une grandeur qui se déduit d'autres grandeurs mesurées, ce qu'on avait fait déjà dans la vidéo précédente. Ici, on va comparer dans le grand 4, on va parler de quelque chose de différent, c'est une petite parenthèse finalement par rapport à ce qu'on a dit, mais qui est très importante et qui s'appuie sur les incertitudes types qu'on a évoquées. Alors, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est comparer deux mesures. Vous avez fait deux mesures. Par exemple, vous avez mesuré, si je prends tout de suite l'exemple d'application qui est donné ici, vous avez mesuré la célérité du son avec deux méthodes différentes. Et puis la première, donc vous avez votre valeur avec votre incertitude, là aussi votre valeur, votre incertitude. Alors remarquez que je n'ai pas corrigé ça, mais j'aurais dû rajouter un deuxième chiffre. Non, pardon, c'est parfait, on a deux chiffres significatifs, il n'y a rien à corriger. C'est très bien. Non, elle est donnée comme il faut. Elle est donnée bien avec deux chiffres significatifs pour l'incertitude. 3,3, il y a bien deux chiffres significatifs. Et il y a le même nombre de décimales. On va au dixième pour l'incertitude type, donc on va au dixième pour la valeur. Alors, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'obtiens deux valeurs, et même si je fais la mesure la plus précise possible, je ne vais pas tomber pile deux fois sur la même valeur, parce qu'il y a des fluctuations statistiques. Et là, je tombe sur deux valeurs qui sont différentes. Bon, alors, elles ne sont pas franchement différentes. 344,5 et 344,4, elles restent quand même très voisines. Mais quand même, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut se poser la question, surtout dans le cas où on obtiendrait des valeurs très différentes. Si vous voulez imaginer que vous trouviez pour une valeur 344 et l'autre 341. Et là, vous dites, mais ces deux valeurs, elles sont compatibles ou pas? Ou il y a eu un souci dans une des deux procédures? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je rejette, que j'invalide? Ou les deux sont acceptables et c'est juste une affaire de fluctuation? Donc pour ça, il va falloir se dire, voilà, quand j'observe un écart, et l'écart, encore une fois, il est inévitable parce qu'il y a des fluctuations statistiques. Mais est-ce que cet écart, il est juste dû justement aux fluctuations statistiques, ou non, là vraiment il est trop grand et il est inacceptable. C'est vraiment le signe que les grandeurs, les deux mesures qui ont été faites ne sont pas compatibles. Pour le savoir, on utilise un critère qui est un critère évidemment auquel on va devoir attacher une convention. Ce qu'on va définir, c'est cette grandeur qui est ici, le EN, et qui s'appelle l'écart normalisé. L'écart normalisé, vous voyez, vous le définissez comme la valeur absolue de cet écart, divisé par la racine de la somme des carrés des écarts types. En fait, la somme des carrés des écarts types, ça correspond à l'incertitude type qui est associée à une autre variable aléatoire qui serait la variable aléatoire différence. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais si à partir des deux variables aléatoires que vous avez, vous définissez la variable aléatoire différence, son incertitude, il se trouve que c'est la somme, on aurait la somme des carrés comme ça, la racine. Bon. Et en tout cas, cette incertitude-là, elle va nous servir de moyen de comparaison, c'est-à-dire de se dire, est-ce que cet écart, il est trop grand ou trop petit? Alors, dans la plupart des communautés scientifiques, on prend EN égale 2 comme limite, c'est-à-dire on dit que si ce rapport, il est plus grand que 2, l'écart, il est vraiment trop grand et les mesures, elles ne sont pas compatibles. En revanche, si c'est plus petit, on considère, ou égal à 2, on considère que c'est compatible. Alors, il y a différents domaines, je pense à notamment la physique des particules, où on va avoir un critère plus exigeant pour EN. Voilà, il y a des domaines où c'est comme ça. Mais globalement, on a un critère qui est celui-ci, EN inférieur ou égal à 2. Donc, je vais le redire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre écart que vous voyez ici, le valeur absolue de M1 moins M2, donc l'écart entre les deux, il n'a pas le droit d'être plus grand que 2 fois ce qu'il y a au dénominateur. Si je passe ça de l'autre côté, le cas limite, c'est M1 moins M2 sur racine de tout ça égale 2. Donc, si je passe de l'autre côté, ça veut dire qu'au maximum, la différence, elle doit être égale à 2 fois cet écart type-là. Si on est à plus que 2 fois l'écart type, si vous voulez, quand vous avez une variable aléatoire, juste pour vous donner une image, mais quand vous avez une variable aléatoire, et là, c'est la variable aléatoire différence. Donc, la variable aléatoire différence, on espère qu'elle est. C'est un peu marginal, c'est pas essentiel ce que je vous raconte là, mais ça peut vous aider à comprendre. Quand vous regardez une variable différence, vous aimeriez qu'elle soit centrée en 0. Mais en fait, à cause des fluctuations, elle n'est pas forcément centrée en 0. Donc, ce qu'on regarde, c'est si l'écart des deux valeurs,
C'est plus ou moins que, vous voyez, ici, on est à moins sigma, si on a une vraie gaussienne, et là, on est à plus sigma, l'écart type. Et si c'est pas vraiment une vraie gaussienne, en tout cas, cet écart type, il est représenté par ça. Donc, si vous voulez, ce sigma que j'ai écrit, c'est le dénominateur. Donc, l'idée, c'est que si les deux valeurs qu'on obtient, par exemple, imaginez, vous obtenez une valeur ici, pour une des deux mesures, M1, et une autre valeur ici, M2, qui sont franchement très différentes. Bah, si cet écart, il est plus grand que, justement, 2 fois l'écart type, donc cette largeur-là, si les deux valeurs, elles sont plus écartées que ça veut dire qu'elles sont vraiment très loin sur la courbe, et que peut-être qu'on se trompe, parce que cette courbe, elle accepterait ça, mais que finalement, elle ne permet pas de repousser complètement cette hypothèse. Mais il faut bien se fixer une limite quelque part, et la limite qu'on se fixe, c'est celle-là. On dit, si c'est plus que l'écart de 2 sigma entre les deux valeurs, alors elles sont trop éloignées pour avoir le droit de les considérer comme compatibles. Il y a un souci dans la mesure. Voilà. Et c'est à ça que sert justement ce critère. Alors en guise d'application, vous pouvez regarder ici. On a mesuré la célérité du son de deux façons différentes. Voilà, et vous avez donc les deux U. Vous avez le U pour la première mesure, le U de M1, le U M2. J'applique ma formule et là, je me rends compte, par exemple, que j'ai un écart qui est très faible, puisque si je calcule l'écart normalisé, donc normalisé, ça veut dire ramener finalement à cet écart type qui est au dénominateur, écart type de la différence, bah, c'est 0,03, donc beaucoup plus petit que 2, et je peux considérer que les deux mesures sont compatibles. Donc ça, c'est l'idée d'aller voir la compatibilité entre deux mesures. Alors, il nous reste une dernière chose à voir, et je vais commencer un peu, et je pense qu'on continuera après sur une autre vidéo, c'est la régression linéaire. L'idée d'une régression linéaire, c'est ce que jusqu'à présent on a fait à la main. Mais en fait, il faut comprendre que derrière ça, si vous le faites faire à un logiciel, ben lui, il va appliquer une méthode qui s'appelle la méthode des moindres carrés. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous cherchez une relation entre deux grandeurs, entre une grandeur x et une grandeur y. Donc vous avez une grandeur x, vous avez une grandeur y, et vous voulez montrer qu'il y a une relation entre elles qui est une relation affine, puisque c'est une régression linéaire. Alors, ce terme linéaire, il est ambigu en physique, hein, je vous le dis souvent, mais en fait, par linéaire, il faut comprendre que c'est affine. Il y a une relation du type ax plus b. On se dit, je cherche une relation du type y égale à x plus b. Donc, je vais avoir des points qui seront plus ou moins alignés, hein, peu importe. Je vais avoir des points comme ça. Et ce que va faire le logiciel, c'est chercher la meilleure droite qui minimise tous les écarts au carré. C'est-à-dire, elle va prendre chacun des points, va regarder l'écart par rapport à la valeur qu'il devrait y avoir. Par exemple, là, pour un xi donné, vous avez une vraie valeur, enfin une valeur mesurée de yi. Et on va chercher la droite telle que quand on est sur cette droite-là, donc une droite du type y égale à x plus b, ben la somme de tous les écarts pour tous les points. Là, par exemple, l'écart, il est ici. C'est l'écart entre yi et puis cette fonction qui est là, c'est-à-dire moins axi plus b. Cet écart entre le axi plus b et le yi. Ça, c'est axi plus b, si le point il était sur la droite, mais il n'y est pas, il y a ça. Et bien sûr, les écarts, il ne faut pas qu'ils se compensent, les positifs et les négatifs. Donc, on va prendre tous ces écarts. Là, j'ai pris pour 1, mais on pourrait prendre pour tous les points. On les élève au carré, et on fait la somme sur tous les. Et on pourrait même le faire à la main, ce calcul, mais bon, il n'a pas d'intérêt, et puis il n'est pas demandé dans le cadre de la CPGE. Mais vous allez chercher les coefficients A et B qui minimisent cette somme-là. Voilà, c'est pas vous en fait, c'est le logiciel. C'est le logiciel qui fait ça, et c'est la méthode que met notamment en œuvre Python pour faire ça. Voilà. Donc nous, l'exercice qui va nous intéresser pour illustrer ça justement avec Python, alors on utilisera la fonction linearFit, hein, qui permet justement de faire cette régression linéaire, hein, to fit, hein, les vêtements qui fit, ça veut dire les vêtements qui vont bien, hein, qui sont adaptés. Donc là, effectivement, est-ce que c'est adapté ou pas du point de vue linéaire? Et on va le faire avec un exemple qui est tiré d'un des premiers chapitres d'ELEC qu'on a vu. C'est-à-dire, vous avez un système avec une capacité C, enfin un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R, et notre but, c'est de retrouver trouver l'expression du coefficient directeur de façon à avoir taux. Hein, vous connaissez l'expression, je vous rappelle ça. Vous savez que quand on a une résistance et un condensateur en série, et qu'on regarde la charge du condensateur,
Donc au cours du temps, quand je regarde la charge d'un condensateur, je sais que le temps caractéristique de charge, que je peux trouver de plusieurs façons, soit par la méthode des 63%, ou en allant tracer la tangente à l'origine et regarder l'abscisse du point où elle coupe l'asymptote, j'ai un taux. Et on a établi par l'équation différentielle que taux, c'était égal à RC. Vous vous souvenez, on avait dérivé, pas seconde, dérivée première de UC sur dt, plus 1 sur taux UC égale 1 sur taux E, dans la charge du condensateur. Et taux, il vaut R fois C. Donc ça veut dire que si, pour différentes valeurs de R, j'ai un circuit, et l'idée c'est, je prends différentes valeurs de R, je fais varier R, possibilité d'avoir une résistance, on le verra en TP, une résistance qui est variable, et je vais réaliser la charge de ce condensateur, c'est le même, lui il ne change pas par contre, tandis que ce R-là, ce conducteur ohmique, il a une résistance variable. Pour différentes valeurs de R, je vais mesurer taux, parce que je vais tracer, je vais regarder, bon, je vais avoir taux. Bien, ce que je sais, c'est qu'en théorie, si tout était tout beau en théorie et tout propre, j'aurais une droite qui passe par l'origine, et bien sûr, taux étant égal à R fois C, je peux encore écrire C fois R, c'est Y, vertical, égale coefficient directeur fois X. Ça veut dire qu'ici, vous avez un coef directeur, une pente, qui vaut C. Donc, si je peux tracer la droite qui est là, j'aurai, avec son coefficient directeur, j'aurai directement accès à C. Ce qu'on peut faire évidemment à la main, comme vous avez eu l'occasion de le faire dans un TP déjà de faucométrie. Là, c'est la même chose, mais on va le faire par Python. Donc, vous avez le tableau des différentes valeurs de R qu'on a fait varier, et puis des taux qu'on a mesurés. Alors attention, c'est en 10-3 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donner dans un premier tableau, donc ici, vous voyez, on a un tableau avec array, un tableau donnant la valeur de R, et ensuite, on va regarder pour cette valeur de R, tenir compte du fait qu'il y a une incertitude. Et cette incertitude, comment je la prends? Je la choisis à partir de l'information qui est ici, parce qu'on nous dit qu'on a une incertitude relative de 2%. Donc, comme j'ai ici une incertitude type relative, attention, de 2%, et le temps avec une incertitude type relative de 4%, je vais pouvoir facilement aller chercher les incertitudes type associées. Et c'est ce que je vais faire ici. Pardon. C'est ce que je vais faire ici, juste en dessous, dans le Power. Donc, je rajoute à chaque fois l'incertitude sur U. Donc là, je constitue le tableau des résistances. Je m'intéresse à ce qui se passe en abscisse. Et je fais le même travail en ordonnée. Je mets le temps. Ensuite, je construis une liste qui est vide pour U de R. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir progressivement en mettant à chaque fois l'incertitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'incertitude, c'est 0,02 de ce que j'aurais mesuré, puisque c'est 2%, attention, en relatif. Relatif, ça veut dire que pour chaque mesure, l'incertitude absolue sur la grandeur mesurée, c'est 2%. Donc pour chacune des grandeurs RI que je mesure, l'incertitude relative, elle vaut 0,02 fois RI, chacune. Et ça va être le même travail avec les 4% pour le temps. Donc même travail pour le temps, je construis. Alors là, il se trouve que c'est un tableau, on a mis un tableau avec NumPy. J'aurais pu mettre une liste, c'est vrai, pourquoi j'ai mis un tableau, c'est une bonne question, mais ça marche aussi avec une liste. Je remplis en revanche bien ma liste, là c'est une liste pour T, et ensuite c'est tout. Ensuite, j'ai plus qu'à aller chercher C, et C, ça va correspondre à la régression qui est faite avec RT, donc je prends ici les abscisses, ici l'ordonnée. Donc là, comprenez bien cette fonction polyphyte, je vais la chercher dans la bibliothèque NumPy, c'est pour ça que j'ai besoin d'importer NumPy au début. Et ici, vous voyez que quand j'utilise polyphyte en disant d'abord les abscisses, ensuite les ordonnées, et je mets un 1 pour dire que c'est une régression d'ordre 1, autrement dit linéaire. Imaginez, ce n'est pas pour notre exercice aujourd'hui, mais imaginez que vous vouliez faire la régression linéaire de quelque chose qui soit quadratique, en carré. C'est-à-dire que vous ayez par rapport à x et y, quelque chose en y égale alpha x carré plus bêta x plus c. Dans ces cas-là, comme vous avez un ordre 2, vous allez mettre
ici, au lieu d'un 1, là, vous allez mettre un 2. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à aller chercher la valeur de C. Et cette valeur de C, elle est justement, hein, c'est pour ça qu'on prend C point ordonné, et on a la valeur qui est recherchée. Donc, en écrivant simplement ce print C, je vais afficher hein, le C point ordonné. Alors, là, l'idée, c'est que ce point ordonné me donne, puisque évidemment, polyfit va me retourner 2 valeurs, et que là, en faisant ces points ordonnés, ça veut dire que ce que je vais avoir, c'est en particulier le coefficient, euh, le coefficient directeur. Hein, puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, pardon, je vais insister là-dessus, mais quand on fait la régression linéaire, vous avez 2 termes. Hein. Vous avez un terme en y égale à x plus b, et là, celui que je demande, c'est celui-ci. Donc, ce qui nous reste à voir la prochaine fois, c'est bon, déjà reprendre ça en détail, notamment pour le tracé. On parlera du tracé de la régression que vous avez ici, pour voir comment on met justement, on fait apparaître aussi les incertitudes, les barres d'incertitude. Et la dernière question à laquelle il faudra répondre, c'est l'incertitude sur le coefficient directeur. Parce que j'ai fait ça une fois, j'ai un coef directeur. Mais comment je pourrais faire, pensez à ce que vous avez fait en faucométrie, c'est pareil, vous avez un coefficient directeur, vous avez fait une régression linéaire, vous avez votre coefficient, vous avez votre droite, vous mesurez son coefficient directeur, et après vous posez la question, vous dites, mais c'est quoi l'incertitude dessus? Et ça, la seule façon d'y répondre, ce serait de refaire encore une fois, avec les 10 mesures que vous avez faites, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième expérience, et de faire une statistique sur toutes les expériences. Donc, vous voyez à quel point ça serait long. Il faudrait refaire une deuxième fois ça, et une troisième fois ça, avec à chaque fois des points qui seront différents, parce que R et taux vont fluctuer. Donc, à chaque fois, vous aurez des pentes légèrement différentes, et après, faire une statistique sur toutes ces pentes. Mais évidemment, vous ne pouvez pas reprendre une expérience qui déjà nécessite un certain nombre de points. Vous ne pouvez pas la reprendre un grand nombre de fois. Et c'est ça que, justement, va faire, encore une fois, par une méthode de Monte-Carlo, en s'appuyant sur le hasard, c'est exactement ce que va faire Python. C'est-à-dire que Python, il va répéter l'expérience plusieurs fois. Donc, on prendra ça dans le détail, justement, dans la prochaine vidéo, hein, qui sera la 4e vidéo et la dernière consacrée à ça, consacrée aux incertitudes et aux mesures.